Alors, donc aujourd'hui, on parlera du droit de travail en Allemagne, les basiques et spéciales Covid. Alors, moi, je suis conseillère de droit de travail au BEMA. Le BEMA, c'est le Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit. Alors, c'est le centre de conseil de Berlin pour la migration et le travail décent. Moi, peut-être comme vous entendez, le français, c'est pas ma langue maternelle, donc je suis plutôt allemande. Mais ça me fait plaisir de parler en français. Alors, alors, je vais certainement faire des fautes, mais parfois c'est aussi sympa et de toute façon, la chose la plus importante, c'est que vous compreniez un peu plus du droit de travail. Alors, au BEMA, ce qu'on fait, c'est nous soutenons les immigrants et les travailleurs mobiles dans l'exercice de leurs droits sociaux et du travail, par le biais de conseils, d'éducation et de sensibilisation. Alors, cet atelier, par exemple, ça fait partie d'éducation. Et on fait partie en fait de Arbeit und Leben. C'est une association qui est portée par les syndicats et les Volkshochschulen, les écoles publiques. Et c'est aussi notre perspective. Donc notre perspective, c'est la perspective des employés. Notre perspective, c'est alors pas la perspective des employeurs. Donc s'il y a des employeurs qui viennent pour avoir des consultations, on dit non. Hein? Voilà, donc si vous avez plus de questions sur le BEMA, on le fera après. Très important, avant tout, c'est ça qu'on dit toujours dans les ateliers alors, un contrat verbal, c'est également un contrat de travail. Alors, si vous n'avez pas encore reçu votre contrat écrit, vous avez quand même un contrat. Hein? Donc, c'est d'une perspective légale, ça a la même valeur. Hein? C'est très important. Donc, vous avez les mêmes droits. Hein? Ce qui est très important, bien sûr, c'est que vous êtes enregistré, enfin tout est officiel, hein, que vous êtes enregistré chez le Finanzamt, à l'assurance, à la sécurité sociale, tout ça, mais aussi un contrat verbal est un contrat, très important. Aussi très important, mais pas si facile parfois, il ne faut rien signer que vous ne compreniez pas. Hein, parfois, enfin très souvent, il y a des gens qui me contactent, qui me montrent une fiche qu'ils ont signée et parfois, enfin, ça peut être par exemple une rupture mutuelle du contrat. Et après, il y a des grands problèmes, par exemple dans ce cas avec l'Agentur für Arbeit, pour les Sozialleistungen, pour avoir l'argent de, enfin, si vous n'avez plus d'emploi. Très important aussi, il faut toujours rassembler tous les documents. Hein. Il faut avoir le contrat de travail, les fiches de paye, les certificats maladie, les lettres de la compagnie d'assurance maladie et aussi les relevés de compte bancaire, par exemple. Très souvent, enfin c'est important parce que très souvent, si vous, par exemple, à la fin, vous allez au tribunal de droit de travail parce que, par exemple, votre employeur ne vous a pas payé vos heures supplémentaires. Dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans la position de démontrer, oui, j'ai travaillé plus d'heures. Donc, c'est vous devez montrer, oui, ce jour-là, j'ai travaillé une demi-heure de plus, ce jour-là, j'ai travaillé 2 heures de plus. Donc, ça, il faut montrer et vous avez l'obligation de montrer cela. C'est pour ça que c'est aussi très important de noter les heures de travail, même si on a un employeur super gentil et on est très satisfait avec les conditions de travail. Ça, on peut faire dans un calendrier de travail ou aussi dans un Excel, très simple. Alors, ça, c'est un peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un peu aussi les sujets que vous trouveriez aussi dans votre contrat de travail. Alors, on commencera par la durée du contrat. Dans votre contrat de travail, vous avez une date de début et éventuellement de fin.
Si vous avez seulement la date de début, ça veut dire que vous avez un CDI, hein, un contrat indéterminé. Ça n'a pas de fin automatiquement. Par contre, s'il y a aussi la date de fin, dans le contrat, c'est un CDD. Alors, c'est déterminé. En Allemagne, c'est possible de déterminer la période, enfin la durée du contrat sans raison matérielle jusqu'à 2 ans ou 3 fois dans cette période de 2 ans. Dans ce paragraphe, normalement, sur la durée du contrat, on parle aussi de la période d'essai. La période d'essai, c'est une période de 0 à 6 mois. S'il n'y a rien écrit sur la période d'essai, il n'y a pas de période d'essai alors. Mais le max, c'est alors 6 mois. Et qu'est-ce que c'est la période d'essai? Généralement, toutes les règles s'appliquent. Alors, vous pouvez aller en vacances, vous pouvez être malade, mais la résiliation, elle est plus facile. Alors là, on a un préavis pendant la période d'essai. Normalement, ça dépend un peu du secteur, c'est 2 semaines. Après la période d'essai, le préavis, c'est plutôt 4 semaines, 1 mois ou même plus. Ça dépend aussi du contrat et du secteur. Voilà, prochain sujet, le temps de travail. Combien d'heures est-ce que je travaille? Ça aussi, c'est écrit dans votre contrat. Et donc, en Allemagne, on parle souvent de Vollzeit et Teilzeit. Donc, le Vollzeit, normalement, en Allemagne, c'est environ 40 heures. Donc, le Vollzeit, c'est à plein temps, hein, travailler à plein temps. Le Teilzeit, c'est le temps partiel. Donc, c'est tout ce qui est moins que le Vollzeit, tout ce qui est moins que le plein temps. Donc, même si vous travaillez 35 heures, on dira officiellement hein, que c'est Teilzeit. Donc, le maximum d'heures par jour, c'est 8 heures. Hein, bien sûr, parfois, peut-être on travaille plus, mais il faut arriver à une moyenne de 8 heures. Bien sûr, il y a aussi des secteurs, par exemple, comme dans les hôpitaux. Bon, il y a des exceptions, hein, ce n'est pas partout. En Allemagne, il faut faire des pauses et c'est obligatoire. Donc, si on travaille plus que 6 heures, il faut faire une pause de 30 minutes. Si on travaille plus que 9 heures, la pause doit être 45 minutes. Et la pause, elle n'est pas payée. Hein? C'est pour ça que parfois les gens essayent de ne pas faire des pauses parce que ça ne fait pas trop de sens pour eux, mais c'est obligatoire. Donc il faut faire des pauses. Donc parfois aussi l'employeur, il va vous diminuer les heures travaillées par exemple 30 minutes. Il y a aussi un temps de repos en Allemagne et ce temps de repos est à 11 heures. Ça veut dire, par exemple, je fais un exemple, vous travaillez dans un bar, vous travaillez jusqu'à 23 heures, oui, bon, dans un bar, bon, un bar qui est ouvert toute la journée. Alors, vous travaillez jusqu'à 23 heures et après, le chef vous dit il faut revenir à 8 heures du matin du jour prochain. Ça va pas, parce que là, donc entre 23 heures du soir, presque nuit, et 8 heures du matin, il n'y a que 9 heures. Mais il faut qu'il y ait 11 heures de temps de repos. Les heures supplémentaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui me contactent à cause des heures supplémentaires. En Allemagne, il y a une différence entre Überstunden et Mehrarbeit. Les Überstunden, ça, je pense, c'est plutôt l'équivalent d'heures supplémentaires. Les Überstunden doivent être payés normalement, comme les autres heures. Le Mehrarbeit, c'est quand vous travaillez volontairement un peu plus. Le Mehrarbeit ne doit pas être payé. Et les Überstunden, donc celles qui doivent être payées, donc là, c'est le chef ou la chef qui doit vous dire, par exemple, Stéphanie, aujourd'hui, tu dois travailler plus. Il y a vraiment, comment dire, une directive de l'employeur disant, ouais, aujourd'hui, tu travailles plus. Ça, c'est les Überstunden. Bien sûr, dans la pratique, c'est un peu différent. Mais il faut de toute façon montrer qu'il fallait vraiment
travailler plus, que ce n'était pas volontairement. Parfois, là, il faut vraiment faire attention, dans les contrats, il y a une petite phrase qui dit 10% der Überstunden sind mit dem normalen Gehalt abgegolten. Ça veut dire que si vous travaillez, par exemple, 10 heures de plus que accordé dans le contrat normalement, par exemple 40 heures par semaine, 10 heures de plus par mois, c'est inclus dans le salaire normal. Ça, c'est légal. Mais il faut faire attention alors. Si vous avez une telle phrase dans votre contrat, vous travaillez 10 heures de plus par mois, par exemple, mais ce n'est pas payé parce que c'est déjà inclus dans le salaire normal. Donc, mieux discuter avant de signer ce contrat. Voilà, là, on parlera aussi de salaire. Alors, en Allemagne, il existe quelque chose comme le Mindestlohn, comme le SMIC allemand. Et n'importe où on travaille, on devrait gagner, par exemple, cette année, 9h35 par heure, pas moins. Ça, c'est le brut. Donc, le Mindestlohn va augmenter l'année prochaine. Donc, à partir de 2021, le SMIC sera à 9,50 € et après juillet, même 9,60 €. Là aussi, je vais expliquer un peu le concept du mini-job. Qu'est-ce que c'est un mini-job? Alors, la définition d'un mini-job, c'est que le salaire, c'est maximum 400,50 €. Dans un mini-job, le brut est à peu près comme le net. Donc, vous ne payez pas trop d'impôts. Parfois, vous payez pour la retraite, mais là aussi, vous êtes libre de dire non, je ne veux pas payer 6 € par mois pour ma retraite. Dans un mini-job, par contre, quand vous ne payez pas d'impôts ni sécurité sociale, vous n'êtes pas assuré. Donc, vous n'avez pas d'assurance maladie, par exemple. Donc, normalement, un mini-job, c'est quelque chose que se fait à part. Hein? Soit vous avez déjà l'assurance familiale à cause de, je ne sais pas, votre situation privée, ou vous avez un autre job, un midi-job, par exemple, qui paye pour l'assurance maladie et tout ça, et après vous avez ce mini-job. Mais donc, seulement avoir un mini-job et vivre avec 450 €, c'est presque pas possible parce que si donc on doit payer l'assurance maladie, le loyer, tout, c'est bon, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, normalement, ça se fait à part d'un autre boulot où on reçoit l'argent, par exemple, du Job Center ou de l'agence d'emploi, la Agentur für Arbeit. Voilà. Là, enfin, moi, je ne suis pas comptable, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne avec les impôts de manière détaillée, mais juste pour vous expliquer vite fait. Donc, en Allemagne, vous avez le brut qui est aussi normalement écrit dans votre contrat. Et après, ce qui arrive dans votre compte bancaire, c'est le net. Et donc, juste pour s'orienter, hein, il y a des calculateurs sur l'Internet. On peut chercher Brutto-Netto-Rechner sur l'Internet, par exemple. Et là, ça peut servir comme orientation un peu. Donc, par exemple, dans mon exemple que j'ai fait, on a un brut de 3 000 €. Après, il y a des paramètres. Il faut choisir les paramètres, la classe d'impôt, si on a des enfants, si on est marié, ça c'est important. Si on paye pour la taxe d'église, par exemple, où on habite. Et après, ça vous donne le net. Hein. Et donc, vous pouvez voir que vous payez pour l'imposition, la Lohnsteuer au Finanzamt, l'impôt de solidarité, le Solidaritätszuschlag, qui va apparaître l'année prochaine pour la plupart des personnes. La taxe d'église, si vous êtes officiellement membre d'une église. Et après, il y a aussi les cotisations salariales, les Sozialabgaben. Et là, vous payez pour l'assurance vieillesse, enfin la retraite, Rentenversicherung, l'assurance chômage, Arbeitslosengeldversicherung, aussi l'assurance maladie, Krankenversicherung, et aussi l'assurance dépendance, la Pflegeversicherung. Juste pour vite fait expliquer.
Après, on parlera de la maladie. Comment est-ce que ça fonctionne si je suis malade? Alors, si on est malade, on appelle le patron et on va chez le médecin si ça dure plus qu'un jour, normalement. Parce qu'il faut remettre l'attestation d'assurance maladie au patron. Et là, il faut aussi bien regarder votre contrat de travail parce que là-dedans, il y a écrit combien de jours vous avez pour remettre l'attestation. Donc, parfois, on a jusqu'à 3 jours. Donc, après le troisième jour, il faut donner le certificat au patron, un certificat d'un médecin au patron. Parfois, quelques contrats le prévoient déjà dès que le premier jour. Donc là, il faut bien regarder. Tout est possible. Et donc, si vous êtes malade, le patron vous paye les 6 premières semaines. Ça s'appelle Entgeltfortzahlung. Donc, il continue à vous payer votre salaire normal. Après les 6 semaines, il y aura l'assurance maladie qui paye. Ça s'appelle le Krankengeld et c'est à peu près 70% de votre salaire d'avant. Le congé payé. Alors en Allemagne, la loi prévoit qu'il y a un minimum de 4 semaines de congés payés chaque année. Ça veut dire, si vous avez une semaine, par exemple, de 5 jours, vous avez le minimum, hein, on peut toujours avoir plus, 20 jours de vacances de congés payés. Si vous avez une semaine de 4 jours, pour arriver à en total 4 semaines, alors c'est 16 jours de congés payés. Bien sûr, on peut toujours avoir plus. Et là, j'ai mis une question, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont contacté avec cette question. J'ai déjà fait ma sollicitude de congé, le Urlaubsantrag, et elle était approuvée. À cause de la pandémie, je ne peux plus aller en Corse. Je peux retirer ma sollicitude de congé? La réponse est officiellement non. Bien sûr, c'est possible que votre employeur est très aimable et vous dit, ah ouais, bien sûr, on va retirer ta sollicitude, mais si le Urlaubsantrag, si alors votre sollicitude a déjà été approuvée, le chef pourrait aussi dire non, ça ne marche pas. C'était déjà planifié. Parce que la logique, c'est aussi à Berlin, on peut faire des vacances aussi à la maison. Mais bien sûr, hein, beaucoup d'employeurs le font quand même. Mais il n'y a pas de base légale. Donc la base légale dit non, ça ne marche pas. Maintenant, on va parler de la résiliation du contrat. Alors le licenciement par l'employeur ou la résiliation par l'employé. Alors, comme j'avais déjà expliqué, il y a un délai de préavis. Hein, dans la période d'essai, ce délai était de 2 semaines. Alors, je dois donner ma lettre de résiliation au chef et après 2 semaines, par exemple dans la période d'essai, je serai libre, sans emploi, ou sans cette sorte d'emploi. Et normalement, après la période d'essai, la loi prévoit les préavis suivants. Alors, si vous travaillez moins que 2 ans avec une entreprise, c'est 1 mois le préavis. Après, c'est 2 mois. Si vous travaillez déjà entre 2 et 5 ans dans une entreprise. Mais votre contrat aussi peut dire autre chose. Mais ça, c'est la base légale et souvent, les contrats disent, bon, c'est la base légale, ce qu'on applique. La résiliation doit toujours avoir la forme écrite. Ça veut dire, très important, si vous recevez un message WhatsApp, c'est peut-être pas dans vos cas, mais en général, j'ai beaucoup de personnes qui reçoivent des WhatsApp disant demain tu ne dois plus travailler, tu es licencié.
Mais c'est faux, hein. Là, c'est pas légal. Donc, il faut la forme écrite. Et la forme écrite, vraiment, ça veut dire, c'est très old school, hein, en papier. Aussi un PDF dans un mail, c'est pas la forme écrite. Peut-être que ça va bientôt changer, enfin, je pourrais m'imaginer, mais jusque-là, c'est vraiment comme ça. Sur la lettre, il faut avoir la signature de la personne responsable ou si, par exemple, vous voulez résilier de l'employé. Alors, le responsable d'entreprise ou d'employé. C'est aussi très important hein, parce que si, par exemple, l'assistante de projet a signé votre licenciement, mais elle n'est pas du tout responsable, on pourra mettre ce licenciement en question. Si vous n'êtes pas d'accord avec le licenciement, vous avez 3 semaines pour aller au tribunal. 3 semaines après que vous avez reçu la lettre. Et c'est très important parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre moyen qu'aller au tribunal en cas d'un licenciement, si on veut le faire officiellement. Alors si vous attendez plus que 3 semaines, aucune chance, même si, bon, si vous avez des très très bonnes raisons, mais par exemple si aussi les dates sont fausses ou il n'y avait aucune justification et vous voulez en contester, 3 semaines, très importante. Oui, là aussi un petit excursus sur la pandémie. Alors, la pandémie de Corona en elle-même n'est pas une raison ou une justification pour une résiliation. Hein, j'ai vu beaucoup de lettres de licenciement disant à cause de la pandémie de Corona, on vous licencie. Non, c'est pas une raison. Bien sûr, la situation économique, donc des raisons opérationnelles, ça, c'est des raisons ou des justifications qui pourraient justifier un licenciement, mais la pandémie en elle-même, non. Alors, les facteurs les plus importants pour un licenciement, c'est la durée de la relation de travail. Est-ce que vous avez déjà travaillé, donc est-ce que vous travaillez plus que 6 mois dans l'entreprise ou moins? Donc, si vous travaillez plus que 6 mois, vous avez des bonnes chances d'aller au tribunal. Et aussi le nombre de salariés dans l'entreprise. S'il y a plus que 10 personnes, normalement on dit que c'est Vollzeit, alors à plein temps. Donc, si vous travaillez plus que 6 mois dans l'entreprise et qu'il y a plus de 10 personnes dans l'entreprise, vous avez la protection contre le licenciement et vous avez des très bonnes chances de au moins recevoir un peu d'argent de compensation. Donc, il faut toujours très bien regarder ce qui est écrit sur votre lettre de licenciement. Alors là, on va parler sur la Kurzarbeit. Le Kurzarbeit, c'est alors le chômage partiel. Et donc, le Kurzarbeit vise à prévenir les licenciements. Comment est-ce que ça fonctionne? L'employeur, il doit présenter une demande à l'Agentur für Arbeit. Donc, l'Agentur für Arbeit, l'agence d'emploi, elle est l'institution responsable pour le chômage partiel. Donc, vous, tant qu'employé, vous ne pouvez pas faire cette demande, mais c'est l'employeur qui doit présenter la demande. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, le chômage partiel? Pour vous, les cotisations de sécurité sociale sont remboursées à 100% par l'Agentur für Arbeit. Donc, tout est payé. Et ça aussi, c'est très important. L'employeur est tenu de verser l'argent en avance. Comme conseillère ici au BEMA, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont contacté en disant « Ouais, j'ai pas encore reçu l'argent de Kurzarbeit. » Et mon chef me dit « Elle n'a pas encore reçu l'argent de la part de l'Agentur für Arbeit. » Bon, et là, c'est vraiment l'employeur. Bien sûr, c'est aussi une situation très difficile pour les employeurs. Ça dépend du secteur, bien sûr. Mais par la loi, lui, il est tenu de verser l'argent en avance.
Donc, ce n'est pas une justification. Et vous aussi, bien sûr, vous devez payer votre loyer et tout ça. Ah oui, là aussi, il y avait beaucoup de questions. L'employeur peut-il simplement ordonner le Kurzarbeit? Peut-il dire, ah ouais, Stéphanie, demain, tu commences avec le Kurzarbeit? Et là, c'est la réponse, elle est non. L'introduction du chômage partiel doit être approuvée par l'employé. Mais là, il y a différentes manières d'approuver. Donc, il faut une base juridique. Ça peut être aussi une convention collective, donc peut-être quelque chose que vous avez signé avec votre contrat, sans le remarquer. Ça peut aussi être prévu dans le contrat de travail ou dans un accord d'entreprise. Donc, en mars ou avril, quand toute la situation avec le Covid a devenu plus difficile, beaucoup d'entreprises ont écrit ou ont fait des accords avec vous. Donc, c'était comme des petits contrats, mais plutôt des accords sur l'introduction de la Kurzarbeit. Très important aussi parce qu'il y a beaucoup de soucis et aussi bien sûr de peur. Le chômage partiel n'a pas d'effet négatif sur votre Mutterschutzlohn, la protection maternelle, par exemple. Aussi, pas d'effet négatif sur le chômage, sur l'argent de chômage 1, le Arbeitslosengeld 1, qui vient aussi de l'Agentur für Arbeit. Et n'a pas d'effet négatif pour cette période sur le Elterngeld, sur le congé parental. Donc, ça veut dire que votre congé parental ou l'argent du congé parental, si vous l'avez sollicité, n'est pas diminué. Donc, mais pour tous les trois, le salaire d'avant le Kurzarbeit, c'est le salaire de référence. Ah oui, là, ça m'a étonnée parce il y avait beaucoup de personnes qui m'ont contacté qui ont dit ah, je suis en chômage partiel, en Kurzarbeit, mais je continue à travailler comme avant. Et je trouve que c'est un peu bizarre. Là, donc, il faut bien regarder la fiche de paye pour vérifier combien d'argent de Kurzarbeit et combien d'argent pour le travail normal a été versé. Parce que toute heure travaillée doit être rémunérée normalement. Ça, c'est très important. Donc, dans la pratique, ce que fait l'employeur, chaque mois, il doit envoyer des tableaux à l'Agentur für Arbeit, disant, Madame Sperling, par exemple, elle a travaillé 10 heures par semaine et normalement, elle aurait dû travailler 40 heures par semaine. Donc, elle a reçu ce salaire versé par l'employeur plus le Kurzarbeit. Donc, toute heure que vous travaillez doit être rémunérée. Ça, c'est très important. Mais donc, ça peut être une situation que, officiellement, vous êtes en chômage partiel, mais vous travaillez quand même. Mais après, ça doit aussi se montrer sur votre fiche de paye et sur votre compte bancaire. Oui, j'ai fait un petit exemple. De Kurzarbeit 0. Kurzarbeit 0, ça signifie que vous ne travaillez pas du tout. Alors, le salaire avant le Kurzarbeit, c'était, donc vous avez travaillé 40 heures par semaine, vous avez eu un salaire net de 2000 euros. Salaire pendant Kurzarbeit, vous ne travaillez pas du tout, donc 0. Maintenant, on calcule l'argent de Kurzarbeit. Alors, on calcule la différence entre le salaire avant, le salaire de référence, et le salaire pendant la Kurzarbeit. Alors, 2000 minus 0, ça fait 2000. Et après, on fait un pourcentage de ce 2000. Alors, au début, c'est 60% ou 67% si vous avez un enfant. Après, ça monte jusqu'à 80 ou 87%.
Donc, ça dépend de la période que vous êtes déjà en Kurzarbeit. Donc, au total, au final, ça fait que vous avez 1200 ou, si vous avez des enfants, 1340 euros. À peu près, hein. C'est pas à 100% correct, mais juste pour comprendre un peu la logique. Là, un autre exemple, vous travaillez à 50%. Là, alors, c'est comme l'exemple avant. Vous travaillez 40 heures par semaine, votre salaire 2000 euros. Et pendant la Kurzarbeit, donc maintenant, vous travaillez 20 heures. Et alors, pour vos heures travaillées, vous recevez un salaire de 1000 euros. Là, encore une fois, on calcule la différence entre salaire de référence, alors salaire avant le Kurzarbeit, et salaire pendant Kurzarbeit. Alors, dans ce cas-là, la différence, elle est de 1000 euros. Là, on va aussi calculer l'argent de Kurzarbeit. Alors là, c'est 60 ou 67 ou même plus % de 1000 euros. Alors, l'argent de Kurzarbeit, c'est 600 ou 670 euros net. Ça, additionnellement aux 1000 euros que vous gagnez parce que vous avez travaillé 20 heures par semaine. Alors, au total, ça fait une somme 1600 euros ou 1670 euros. Donc, c'est plus que l'autre exemple, bien sûr. Encore une fois, aussi, donc j'ai vraiment eu des cas où donc c'était pas fait correct. Donc les gens ont travaillé 100%, mais n'ont pas reçu le salaire, mais seulement le Kurzarbeit. Donc si vous êtes dans une telle situation, bon, mieux contacter par exemple le BEMA ou un avocat ou un syndicat pour réfléchir d'une stratégie. Hein, c'est pas facile de toute façon de trouver une bonne solution dans cette situation parce que, bien sûr, officiellement, il s'agit d'une fraude sociale. Et donc, ouais, il faut bien réfléchir avant d'agir. Bon, c'est plutôt de toute façon l'employeur hein, qui est le fraudeur. C'est pas vous, aussi dans la perspective de l'Agentur für Arbeit. Bon, on parlera aussi des possibilités d'indemnisation pendant la pandémie parce qu'il y avait des possibilités qui étaient établies. Voilà. Alors, premièrement, on parlera des adultes, alors de la grande personne que vous voyez. Donc, par exemple, si vous vous trouvez dans la quarantaine officiellement, hein, alors le Gesundheitsamt, l'institution officielle de la santé, par exemple à Berlin, donc c'est le Gesundheitsamt, vous a obligé d'être en quarantaine, vous avez droit à une indemnisation. Et c'est 100% de votre salaire pendant 6 semaines. Si pendant la quarantaine, désolé, vous tombez malade et vous êtes dans l'incapacité de travailler, l'employeur doit aussi continuer à vous payer votre salaire, mais c'est plutôt le cas maladie. Donc, on a parlé avant de la maladie. Et là, donc, c'est la loi sur le Entgeltfortzahlung qui sécure que vous êtes payé. Peut-être encore une fois, le premier point. Alors, si vous avez la chance de pouvoir travailler en home office, bien sûr, vous pouvez aussi travailler en home office, mais si vous faites un travail où c'est pas possible de faire le home office, le télétravail, vous avez droit à cette indemnisation. Si vous avez un enfant ou plusieurs, et si la garderie ou l'école ferme, vous avez aussi droit à une indemnisation si vous devez
garder vos enfants et vous n'êtes pas, donc vous êtes dans l'incapacité de travailler. Là aussi, c'est le même article. Il y a aussi une autre option. Il y a un paragraphe dans le BGB, c'est le Bürgerliches Gesetzbuch, qui prévoit une sorte d'incapacité personnelle temporaire. Donc, si pour vous, c'est pas possible de travailler, vous avez aussi droit, mais c'est pas pour longtemps, donc juste 2 ou 3 jours d'être payé sans travailler. Mais il faut bien montrer que vous pouvez vraiment pas travailler et voilà, que vous devez par exemple garder vos enfants. Bon, parfois c'est vraiment pas facile de trouver une bonne solution dans ce cas-là, mais ce qu'on pourrait aussi bien sûr faire, c'est réduire les heures supplémentaires ou bon, le chômage partiel, ça serait aussi une option. Donc il faut discuter avec l'employeur et oui, essayer de trouver une solution si on est dans l'incapacité de travailler. Eh bien, expliquer la situation. Voilà, donc c'était déjà la fin. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, là on ne peut pas répondre à toute question cas par cas, ou, parce que parfois c'est vraiment des questions très détaillées, mais vous pouvez toujours contacter le BEMA. Alors moi et mes collègues, là vous voyez, ça c'est notre site web, donc c'est www.bema.berlin.